Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin de la chaîne Idées pour l'Histoire, ce bulletin numéro 34 qui nous amènera aujourd'hui de nouveau en Normandie puisque nous allons continuer à suivre le calendrier des opérations sur les deux fronts, j'insiste tout de suite. Ce que nous avons commencé donc avec l'évocation du 6 juin 1944 au début du mois, et puis ensuite ce que nous avons fait sur la campagne, le début de la campagne de Normandie. La semaine dernière c'était Bagration. Là on va parler aujourd'hui de la bataille de Cherbourg, puisque nous arrivons au point clé du 80e anniversaire de la fin de la bataille de Cherbourg et de la libération de cette ville et de ce port d'importance. Et puis, comme vous le savez, donc à part la semaine prochaine, si cette vidéo a eu du succès comme celle de Bagration, qui, je vous en remercie, a eu un très grand succès, la semaine prochaine, on continuera cette pérégrination en suivant le calendrier. On restera toujours sur le front occidental, ainsi qu'au cours des semaines suivantes, puisque on vous fera profiter d'une partie du moment qu'on va passer en Normandie autour des musées, des lieux de mémoire eux-mêmes, pour vous immerger un peu plus dans les combats à la fois du débarquement mais aussi de la campagne de Normandie. Et puis la dernière semaine de juillet, on refera une émission spéciale sur l'opération Lov-Sandomir sur le front de l'Est, avec une présentation de cette opération qui est la seconde dans la séquence opérative dont on a parlé la semaine dernière. Alors en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc on va parler de Cherbourg, parce que Cherbourg est une bataille dont on parle peu, si on regarde notamment l'historiographie et puis la muséographie, on n'est pas, c'est un peu à la marge déjà géographiquement de l'ensemble de la campagne de Normandie. Les combats se déroulent donc dans la péninsule du Cotentin que du 6 juin, donc à la fin du mois de juin 1944, et c'est des combats qui se joue entre divisions d'infanterie de part et d'autre. Alors du coup, ça n'attire pas beaucoup, dirons-nous, les fans de Panzer habituels qui, depuis des années, trustent un peu trop à mon goût l'histoire militaire en général et l'histoire de la bataille de Normandie en particulier, alors que c'est un des objectifs majeurs de l'opération Overlord. On a le port de Caen et le port de Cherbourg qui sont des objectifs majeurs pour permettre l'approvisionnement qui, vous le savez, est colossal pour les armées anglo-américaines qui sont entièrement motorisées. Il y a plus d'unités, même l'infanterie ne se déplace à pied que pour aller vraiment combattre, mais sinon d'un point à l'autre du front et de l'arrière-front, elle est déplacée sur des camions ou sur des half-track, et donc tout ça consomme énormément d'abord de carburant, mais aussi ensuite de munitions, de médicaments, et puis aussi des faits vestimentaires ou d'équipements militaires. Je ne parle même pas des quantités d'obus qu'il faut pour approvisionner l'artillerie alliée qui joue un rôle déterminant dans les combats. Et donc on a une obligation d'avoir une logistique assurée par des ports en eau profonde. Je vous rappelle que Caen est un port, notamment grâce au canal qui double l'Orne, le fameux canal sur lequel on trouve le Pegasus Bridge. Et malheureusement, quand au moment où la fin de la bataille pour que les différentes têtes de pont soient réunies, quand n'est toujours pas tombé, et à la fin du mois de juin, on voit de plus en plus mal comment les Alliés vont s'en sortir. Alors ils ont bien évidemment une parade qui a été préparée de longue date en attendant que ces ports soient conquis. C'est bien sûr l'installation des deux ports artificiels avec les fameux Mulberries, donc à Romanche et à Omaha Beach. On oublie toujours celui d'Omaha Beach, donc sur la partie la plus occidentale de la plage. Et malheureusement, à la charnière donc du 19, 20, 21 juin, on va avoir une tempête, mais terrible, dans la Manche, qui va fortement endommager le port artificiel d'Arromanches et qui va quasiment détruire celui d'Omaha Beach. Il ne sera jamais remis en service.
C'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes sur Omaha Beach, à l'inverse d'Arromanches, vous ne voyez aucune trace de mulberry à l'horizon, parce que tout simplement la majorité d'entre eux ont été emportés, et donc les Alliés se retrouvent donc dans la dernière semaine de juin dans une situation qui est terrible, parce que Caen n'est pas tombé, et la campagne du Cotentin, la bataille du Cotentin, n'est toujours pas terminée, et Cherbourg n'est toujours pas tombé non plus. Alors les opérations pour prendre Cherbourg, c'est le 7e corps américain du général Collins qui en a la charge. C'est depuis environ le 18 juin, donc quelques jours avant la tempête dont on vient de parler, que Montgomery lui donne les directives nécessaires pour pouvoir s'en emparer. Simultanément, bien évidemment, Montgomery relance une offensive sur le secteur de Caen qui va malheureusement échouer, hein, une fois encore, a-t-on envie de dire, faute d'avoir une doctrine suffisante pour pouvoir mener des opérations correctement. Et donc, on espère que du côté américain, où les unités allemandes qui sont déployées face à eux, qui ne sont que 2 divisions, vont pas avoir la capacité de résister aussi longtemps que les divisions Panzer de la SS qui sont autour de Caen et qui bloquent les Britanniques, handicapés par leur doctrine militaire inadaptée. Donc les Américains vont déployer 3 divisions d'infanterie, la 4th Infantry Division qui elle a débarqué le 6 juin sur Utah Beach, et puis ensuite la 9th, et la 79th Division qui vient d'arriver, et donc c'est elles qui sont chargées à partir, donc les opérations commencent le 19 juin véritablement. Elle mène des tests sur les défenses allemandes pour voir où peuvent se trouver les points faibles, de telle sorte à pouvoir passer à l'offensive de manière plus importante et s'emparer, si possible, en quelques jours de la ville de Cherbourg. Alors les Allemands vont être assez intelligents par rapport à ce qui se passe d'habitude, hein, par rapport aux ordres d'Hitler de ne jamais céder du terrain. Le général allemand von Schlieben, qui commande le dispositif, retire ses troupes, hein, il évacue Valognes, Montebourg, hein, vous pouvez voir ces emplacements sur la carte, qui sont les villes carrefour principales quand on remonte depuis le sud, depuis Utah Beach vers le nord de la pointe du Cotentin, de la péninsule du Cotentin, et ils décident de se replier dans la ceinture fortifiée que les Allemands ont installée autour de Cherbourg, parce que les Allemands avaient bien conscience en construisant le mur de l'Atlantique que cette ville était stratégique pour eux, et donc ils avaient renforcé les défenses vers l'extérieur également, au cas où un débarquement, donc pointant vers le sud, au cas où un débarquement pourrait attaquer la ville par la terre. Et donc on a un réseau en forme de demi-lune, hein, qui est constitué à la fois de casemates bétonnées, de fortifications de campagne, qui se situe à peu près entre 6 et 10 kilomètres depuis la ville, et qui bien sûr sont installés sur toutes les positions géographiques favorables, et notamment les hauteurs, pour dominer toutes les voies d'accès qui viennent du sud pour entrer dans l'agglomération de Cherbourg. Par ailleurs, tout ce qui est cours d'eau, digues, a été doté de barrières et de fossés supplémentaires pour pouvoir interdire l'accès aux chars. On a des batteries de défense antiaérienne qui sont réparties un peu partout sur le pourtour pour assurer bien évidemment une protection contre l'omniprésence de la chasse et de l'aviation alliée en général. Et donc l'ensemble de ces défenses est occupé par des unités de l'armée de terre, mais aussi des unités de la Kriegsmarine, hein, qui sont réquisitionnées pour opérer comme des simples soldats, puisque bien évidemment les moyens de la Kriegsmarine pour lutter au large sont absolument dérisoires. Alors les combats vont commencer sur ce pourtour aux alentours du 19 juin, mais comme on vient de l'expliquer, il va y avoir cette tempête qui va ralentir tout ça, hein, parce que à partir donc du 19,
Les deux ports artificiels sont bien évidemment dans les plus grandes difficultés. Et du coup, le débarquement de tout ce qui concerne la logistique des unités alliées, qu'elles soient américaines ou britanniques, est ralenti d'autant, et il faut attendre jusqu'au 23 juin pour que les débarquements sur le port artificiel d'Arromanches notamment puissent reprendre à plein régime et approvisionner les unités au combat. Donc, entre le 19 et le 23 juin, les unités américaines qui voulaient progresser d'un bond pour s'emparer de la première ceinture défensive et pénétrer dans l'agglomération, eh bien, n'ont pas l'opportunité de le faire. Alors, ça va pas empêcher les Américains de tenter un coup de bluff, entre guillemets. C'est que le 21 juin, Collins va envoyer un message radio au PC des unités allemandes pour leur dire, écoutez, voilà, vous êtes encerclés, vous n'avez aucune chance de recevoir des renforts, puisque les troupes américaines ne se sont pas contentées de remonter du Tabitch vers le nord, mais elles ont également progressé vers l'ouest, ce qui fait que elles sont maîtresses des deux bords de la péninsule du Cotentin, et donc les les unités allemandes qui sont dans la Festung Cherbourg sont encerclées. Elles n'ont plus de contact et l'écart entre leurs lignes et celles qui sont au plus au sud sont de plusieurs dizaines de kilomètres, et il n'y a aucun moyen pour les Allemands qui se trouvent donc autour de Saint-Lô de pouvoir mener une contre-attaque quelconque pour venir les sauver. Donc le général Collins, avant de lancer son assaut, envoie un message pour leur dire bon bah écoutez, voilà, maintenant vous êtes complètement encerclés, rendez-vous, parce que sinon vous allez vous battre et vous allez mourir pour rien. Alors le pour rien, c'est d'un point de vue militaire immédiat pour les Américains. Par contre, les ordres qui ont été donnés aux Allemands, c'est peut-être de mourir sur place, mais surtout de mettre le port de Cherbourg hors d'état de fonctionner pour les Alliés, parce que ok, on va peut-être se battre jusqu'à la mort, on va peut-être avoir donc aucune chance de s'en sortir, mais le port ne tombera pas intact entre les mains des Américains. Alors, il y a un autre élément qui va démarrer dès le 22, en fin d'après-midi, dans l'après-midi, pardon, c'est que les Américains vont lancer l'aviation à l'assaut des fortifications, c'est-à-dire qu'on va avoir donc d'abord des attaques de nature tactique avec les fameux Hawker Typhoons, vous savez, ces avions d'attaque au sol qui sont armés souvent de roquettes et de bombes britanniques, qui appartiennent au Second Tactical Group de la RAF, et puis ensuite on va avoir des chasseurs bombardiers de la 9e armée américaine, et enfin on va aussi avoir des bombardements qui vont être opérés par le 9e le Linz Bomber Command américain sur des points particuliers de la défense allemande, et au final on va avoir à peu près 1100 tonnes de bombes qui vont être larguées sur cette vaste ceinture défensive, et bien sûr l'artillerie américaine va doubler les effets du bombardement aérien, dont l'objectif principal est surtout de démoraliser les Allemands par rapport à la proposition de reddition qui a été faite par Collins. C'est pas de tout aplatir avec l'espoir que les défenses ne résisteront pas au bombardement, même si dans certains cas il y a des coups chanceux, c'est-à-dire qu'il y a des bunkers qui sont percés par les bombes, mais globalement c'est surtout pour effrayer et impressionner les Allemands qui, depuis le début des opérations, depuis le 6 juin, ont compris que la Luftwaffe ne pouvait plus intervenir malgré ce que leur disaient leurs officiers pour les maintenir mobilisés et leur maintenir un moral élevé. Et là, voyant ça, on peut éventuellement se dire que du point de vue de l'objectif recherché par les Américains, ce n'est pas une mauvaise idée que d'opérer de la sorte. Alors, donc les unités d'infanterie continuent ensuite leur progression à partir du 23. Il y a plusieurs percées dans le système défensif qui ont lieu. Parallèlement à ça,
Von Schlieben, qui commande le secteur, lui, a reçu un ordre d'Hitler selon lequel, dans les termes suivants, hein, il est de votre devoir de continuer à défendre jusqu'au dernier bunker et de faire en sorte que l'ennemi n'est pas un porc entre les mains, mais un tas de décombres. Le peuple allemand et le monde entier suivent votre combat. Votre honneur et celui de l'armée allemande sont en jeu. Donc là, du côté allemand, il y aura bien sûr aucune possibilité d'une reddition rapide sans que tout le monde soit mort les armes à la main, en tout cas aux yeux d'Adolf Hitler, puisque le principe dont on parlait la semaine dernière des Festplatz s'applique à Cherbourg. Hein, la ville ne doit absolument pas tomber, et on verra d'ailleurs, alors si elle doit tomber, c'est sur un tapis de... Enfin, les Américains devront marcher sur un tapis de cadavres et un tapis de ruines, et on verra que toutes les villes portuaires de l'Atlantique, notamment en France, on peut penser à Royan par exemple, hein, qui sera la dernière poche de l'Atlantique à tomber, les Allemands vont appliquer la même philosophie. Alors, donc le 23, les Américains réussissent quelques percées importantes dans le dispositif allemand. Von Schlieben déclare que ces hommes se battent avec la dernière énergie et que toutes les unités sont à leur poste, que les combats sont intenses, mais que selon lui, la chute de la ville lui paraît tout à fait inévitable et que la seule chose dont il peut assurer Hitler, c'est de la durée maximum de la bataille en fonction des moyens dont il dispose. Et on se rend compte que sur le terrain, c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que malgré les pénétrations, les Américains, qui, je le rappelle, ne disposent d'aucune doctrine de combat urbain à l'époque, hein, et ils en auront pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, et même quand en 1945 ils vont s'attaquer dans le Pacifique à la grande ville capitale des Philippines, qu'est Manille, ils ont aucune doctrine offensive écrite, hein, ils opèrent à tâtons, mais malgré tout, ils arrivent à infiltrer les positions défensives allemandes. Et les Allemands qui sont isolés dans certains points de fortification vont continuer le combat jusqu'à épuisement des munitions, hein, ou jusqu'à destruction par les unités de seconde vague américaines qui sont chargées d'opérer, comme on dit, le nettoyage du secteur. Alors, en plus de ça, les Américains vont déployer au large plusieurs unités navales pour bombarder les fortifications côtières et faciliter la progression des unités américaines vers le cœur de la ville. C'est là notamment, je vous invite à le regarder sur la chaîne Planète Plus, que l'USS Texas, hein, qui est un des plus vieux cuirassés de l'US Navy à l'époque, opère et va viser donc les batteries de défense côtière qui sont capables, en fonction de l'orientation de certaines de leurs pièces, de tirer pour aider à la défense du périmètre extérieur, hein. Donc on va avoir aussi un bombardement naval qui va s'opérer. Donc le 25 au soir, la situation, selon Von Schlieben, devient de plus en plus compliquée. Il télégraphie à nouveau vers le grand état-major, l'OKW allemand, que la perte de la ville est bientôt inévitable, hein, qu'il a 2000 blessés sans possibilité de transport, et que la destruction des troupes restantes lui apparaît comme étant difficilement nécessaire, d'autant qu'il est dans l'impossibilité de mener la moindre contre-attaque. Il constate également que la supériorité en matériel, en artillerie des forces aériennes et des chars, un bombardement intensif depuis la mer a commencé. Ce bombardement est mené par des avions de reconnaissance. Je considère qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention, celle d'Hitler, sur le fait que de nouveaux sacrifices n'y changeront rien. Bien évidemment, hein, Von Schlieben, il n'est pas stupide, il n'a pas envie de voir ses soldats mourir pour rien, parce qu'il sait que la situation est désespérée. La réponse sera celle d'abord de Rommel, qui lui dit vous devez poursuivre le combat jusqu'à la dernière cartouche, comme l'a ordonné le Führer. Je rappelle, je vous renvoie à l'émission qu'on a mise en ligne sur Rommel il y a quelques semaines. Hein, Rommel n'est absolument pas le personnage romantico-héroïque qu'on nous a dépeint, et notamment la propagande britannique pendant des années. C'est un nazi sans carte
qui est là pour faire appliquer les ordres d'Hitler à la lettre. Alors, les combats vont donc redémarrer au sol le 25, le 26, etc. toute la journée. Le point le plus important qui est visé par les Américains, c'est le fort du Roule, hein, qui est la plus puissante fortification de la ville, hein, puisqu'on a 2 étages creusés dans un rocher qui surplombe la ville, avec des batteries côtières qui couvrent l'ensemble du port. Sur la partie supérieure, on a des mortiers, des mitrailleuses qui sont dans des bunkers en béton et qui protègent tous les accès aux alentours. Donc cette position est attaquée, elle, à partir du 25, et il faut donc que ce soit avec des petits groupes de combat extrêmement mobiles, mais extrêmement puissants en termes de puissance de feu, qui puissent s'en approcher pour les réduire au silence les uns après les autres. Alors, peu de temps avant minuit, le 25 au soir, les bunkers supérieurs de la structure du fort du Roule sont conquis, et le lendemain, on a donc des tirs à bout portant sur les embrasures donc des bunkers qui, eux, abritent les batteries côtières. Hein, on va avoir aussi des équipes de démolition avec des charges explosives qui vont tenter de s'approcher de tout ça pour réduire les défenses à néant, et surtout pour éliminer les défenseurs. Et à la fin de la journée, la forteresse est prise. Donc on voit que malgré la puissance défensive de ce secteur, les Américains, sans doctrine, parviennent néanmoins à improviser correctement des équipes d'assaut et à poser des problèmes aux défenseurs très rapidement, puisqu'en 24 heures, le point d'appui est totalement conquis par les Alliés. Donc Von Schlieben est obligé de renvoyer encore un message pour dire qu'il a donc brûlé tous les documents en sa possession, tous les codes en sa possession ont été détruits. Il explique que 800 hommes dans un abri souterrain ont été capturés par les Américains, que l'hôtel de ville, les 400 défenseurs se sont rendus, hein, que l'attaque de l'arsenal s'est avérée complètement inutile, hein, puisque les défenseurs ont préféré se rendre. Que le dernier fort donc de la ville, du secteur portuaire, rend les armes donc le 29 juin après un bombardement intensif qui est mené à la fois au sol par des chars, hein, qui tirent légèrement en tir courbe ou en tir tendu, et des destroyers au large, et des bombardiers qui viennent en rajouter une couche. Donc à ce moment-là, les estimations qui sont faites, c'est que le 7e corps n'a plus face à lui que 6000 Allemands qui continuent donc de se défendre dans le secteur nord-ouest de la péninsule du Cotentin, et que leurs moyens de se défendre vont les amener à se battre jusqu'au 30 juin. Hein, donc on est à la date anniversaire de ces combats. Mais une chose est certaine, c'est que pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps des combats, il a été donc nécessaire de saboter, pour que Schlieben ne soit pas disgracié aux yeux d'Hitler, de saboter l'ensemble des infrastructures du port. C'est-à-dire que dès le 7 juin, de toute façon, ça avait commencé avant même l'attaque, on a des destructions qui sont opérées par le personnel notamment de la Kriegsmarine, et donc en plus des destructions, tout le port est truffé de mines bloquées par des navires qu'on coule, hein, et qui en bloquent l'accès. Tous les quais sont détruits, toutes les grues sont détruites, la digue du port est partiellement emportée, et donc quand à la fin du mois de juin, la totalité de la ville et de son agglomération ainsi que ses défenses sont conquises par les Américains, le port est complètement, hein, vous pouvez voir ça sur les images, le port est complètement inutilisable. Et donc malgré la reddition de Von Schlieben et de la capture d'un certain nombre de soldats allemands, hein, on a 39 000 soldats allemands qui sont faits prisonniers, ce qui est quand même très important. Hitler va décerner la croix de chevalier au
commandant de la Kriegsmarine parce que il a réussi à faire ces destructions, à opérer ces destructions Hitler qualifie comme sans précédent dans les annales de la défense côtière. Donc Hitler se montre satisfait du résultat final, puisque l'effet final recherché, c'était pour les Allemands d'interdire l'accès au port de Cherbourg. Eh bien, ils y sont parvenus. Toutefois, le génie américain, qui possède des moyens colossaux, en 3 semaines, quasiment tout au long du mois de juillet, va s'atteler à la réfection par tous les moyens du port, sa remise en condition, et il va pouvoir fonctionner à la fin du mois de juillet de manière partielle, et du coup suppléer le port d'Arromanches, puisque c'est le seul que les Alliés vont conserver, et ça va jouer donc quand même un rôle important dans l'approvisionnement de la logistique des Alliés, notamment au mois d'août pour finir la campagne de Normandie. Mais fin juin, alors on a quelques poches de résistance qui durent encore le 1er juillet, fin juin, Hitler est satisfait parce que les destructions demandées ont été obtenues. Ça camoufle le fait d'avoir laissé autant de prisonniers entre les mains des Américains, et puis surtout ça camoufle le fait que les combats, véritables combats ont commencé vers le 23 juin et qu'il n'a fallu finalement qu'une petite semaine de combat pour conquérir la place. Alors même si elle est dévastée et inutilisable momentanément, ça reste quand même pour les Américains une victoire importante qui leur a coûté quand même 22 000 hommes, et ça leur booste le moral parce que pour les unités américaines qui sont engagées, c'est leur première expérience du combat et leur première expérience du combat en milieu urbain. Donc c'est une réussite, et ça permet ensuite aux Américains de déployer tous ces moyens-là vers le sud pour préparer 3 semaines plus tard la percée dans le secteur donc de Saint-Lô-Coutances, pour permettre aux Américains, avec l'opération Cobra, de déboucher enfin sur les arrières de la 7e armée allemande. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette bataille de Cherbourg, donc trop souvent oubliée à mon goût par l'historiographie et surtout par les commémorations, les grandes commémorations officielles, par la muséographie, et qui reste quand même un moment déterminant, et qui a cette particularité de voir s'affronter, je le rappelle, donc des unités d'infanterie de part et d'autre, du côté allemand des unités de la Kriegsmarine qui sont mobilisées en tant que simples fantassins, et tout ça en zone urbaine, ce qui est une première pour ces unités américaines, mais ce qui est aussi une première pour la campagne de Normandie, puisque je rappelle que la ville de Bayeux a été conquise sans combat, et que à ce moment-là, la bataille pour Caen se déroule autour de Caen, mais pas encore dans Caen, et d'ailleurs les combats qui se dérouleront pour prendre la ville aboutiront à la chute de la ville, sans qu'on ait à vivre des combats de rue comme on a pu en avoir même pendant peu de temps dans Cherbourg. Voilà, donc je vous remercie encore de votre fidélité. Si cette vidéo donc vous a plu et qu'elle soit la même audience, eh bien il y en aura donc une autre la semaine prochaine où on abordera donc le combat du début juillet autour de Carpiquet et de Caen du côté des Britanniques contre les SS. Vous mettez un pouce en l'air, vous faites des commentaires positifs. Je suis désolé pour certains qui me font remarquer qu'il y a de la publicité. C'est notre seule ressource financière avec vos dons. Donc si vous voulez qu'on puisse limiter la publicité, faites-nous des dons substantiels. On a donc, comme je le rappelais, calé tout ce qu'il faut au niveau administratif pour faire le documentaire sur Cambrai. Par contre, on va le filmer qu'au mois d'août parce que là, on est un peu pris de court au niveau des délais. Puisque le mois de juillet sera consacré à la Normandie et au tournage sur site. Et puis je vous fais une petite annonce, on lance donc en ce 28 juin, date d'enregistrement, mais si l'émission est diffusée le 29, on lance un nouveau groupe Facebook sur le 110e anniversaire de la Grande Guerre, parce que avec un camarade
historien, on s'est rendu compte que depuis le centenaire, la Grande Guerre était en train de disparaître des écrans, en train de disparaître des bibliothèques et des librairies, et on s'est dit que avant que l'année, enfin la décennie prochaine, on soit submergé par l'arrivée du centenaire de la Seconde Guerre mondiale en 2039, eh bien il était nécessaire de remettre en lumière la Grande Guerre parce que ça risque d'être de plus en plus difficile avec la concurrence autour de la Seconde Guerre mondiale au cours de la prochaine décennie. Donc on vous mettra le lien, on a la création de tout ça qui est en cours aujourd'hui, mais donc vu que la vidéo est diffusée le 29, tout ça sera dans les liens de cette vidéo. Voilà, donc un grand merci à vous tous, le pouce en l'air, les abonnements, les partages et un geste financier pour nous permettre de durer. À très bientôt. Au revoir.